merci à vous. C'est le matin, c'est toujours plus difficile. Il y a déjà eu une grosse journée bien dense avec beaucoup de contenu hier, donc merci à vous d'être avec nous ce matin. Pour un débat intitulé Dessus-dessous, la ville en miroir. On le sait, plus de 50% de la population mondiale vit en ville, une proportion qui devrait passer à 70% d'ici 2030. Dès lors, construire sous terre apparaît de plus en plus souvent comme un moyen de densifier la ville et d'en limiter l'étalement. Les sous-sols des villes qui jusqu'ici servaient principalement au transit des ressources, des télécommunications ou des personnes, constitueraient désormais un gisement de croissance incontournable. De fait, à l'étranger, des villes font référence sur le sujet. À Paris, plus récemment, on a vu des projets émerger. Comment investir et aménager le sous-sol? Pour quelles finalités? Comment gérer les risques associés à une urbanisation souterraine? C'est ce dont on va discuter pendant cette séquence du matin. Avec vous, Katia Lafréchine, vous êtes maître de conférences en génie urbain à l'université Paris-Marne-la-Vallée. Je crois que vous avez des étudiants dans la salle. Stéphane Cordier, DGA de la Business Unit Hauts-France, en charge de l'Île-de-France et des activités de construction pour la France-Suez. Et Marion Giraudot, architecte, chef de projet, chargé d'enseignement vacataire à l'université Paris-Marne-la-Vallée et chez Sera Architecte. Je crois que les présentations sont complètes. Je vous rappelle aussi, pour les gens qui sont dans la salle et qui peut-être n'étaient pas là hier, que vous pouvez à tout moment poser des questions qu'on prendra soit en cours de table ronde, soit en fin de table ronde. Il y a le numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est par SMS. Ça a plutôt bien fonctionné hier, je vous encourage à le faire, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu interactif. Peut-être pour commencer, quand on parle de sous-sol, alors ici évidemment on est devant un public averti et de professionnels, mais souvent le sous-sol c'est un lieu qu'on imagine accueil de ce qui est sale, de ce qui sent mauvais, de ce qui est moche, de ce qui est insécure. C'est un peu la vision qu'on avait et surtout de ce qu'on ne voit pas, donc c'est peut-être pour ça que ça peut inquiéter. C'est un peu ça la vision qu'on avait du sous-sol jusque-là. Je ne sais pas si Katia Lafréchine et Marion voulaient répondre. Katia Lafréchine. Alors c'est peut-être une vision qu'il y a, c'est pas la mienne, mais effectivement c'est quelque chose qui a été fortement utilisé notamment dans les milieux urbains. Rapprochez peut-être un peu le micro. Pour cacher tout ce qui n'était pas beau à voir ou à montrer et qui permettait en fait de rejeter le plus loin possible et le plus vite possible des choses qui n'étaient pas très utiles pour le fonctionnement urbain. Mais avec du coup des conséquences et qu'on s'en occupait pas. Alors on s'en occupait peu, voilà, on s'en occupait peu. Marion? Par rapport à cette question de l'usage du sous-sol, je pense qu'il y a une question qui est déterminante, c'est la connaissance des gens. La connaissance de ce sous-sol et le fait que les gens sachent finalement qu'il y a un usage. Parce que les gens dans le quotidien n'ont pas conscience de tout ce qui se passe sous leurs pieds, de toutes les fonctions qui se trouvent sous l'espace public, qui se trouvent sous leur logement par exemple. Et quand on pense notamment à tous les espaces qui ont des vrais usages urbains, c'est-à-dire les espaces de transport en commun et tous les lieux qui y sont associés, moi, c'est ma spécialité, c'est là où les gens agissent et se promènent et font des actions. Dans l'espace souterrain, en fait, les gens non seulement n'ont pas conscience, ont souvent une image assez négative de ces lieux-là, c'est moche, ça pue, etc., pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer au cours de cet entretien. Et il y a une des raisons, c'est que ces lieux-là ne sont pas représentés, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision globale de ce qui se passe dans le sous-sol, alors qu'il y a d'autres villes où, quand on va se promener dans les métros, par exemple, on va avoir, quand on regarde le plan pour se repérer, on va avoir une représentation de là où on se trouve dans la ville, ce qui permet aux gens de prendre conscience de là où ils sont, et donc de l'importance de l'espace souterrain en lien avec la ville aérienne, qui est la thématique aujourd'hui, dessus-dessous, la ville en miroir. C'est comment, en fait, le sous-sol est un complément nécessaire à la ville aérienne, et comment ces deux mondes-là entrent en interaction et se nourrissent l'un l'autre. Et aujourd'hui, les gens voient juste comme c'est un plus. Mais en fait, ça peut ne pas être qu'un plus, ça peut être un vrai atout pour tout un tas de problématiques. Merci. Stéphane Cordier, j'imagine que comme Katia Lafréchine, pour vous, le sous-sol, c'est pas quelque chose de sale. Au contraire, vous, c'est un lieu de la ressource et c'est un lieu de la valeur. Alors exactement. Le sous-sol, pour un opérateur de réseau, c'est un élément de grande valeur pour plein de raisons. Bon, tout d'abord, enterrer les réseaux, ça permet d'éviter l'encombrement qu'il y aurait s'ils étaient aériens. Et d'ailleurs, on n'y pense même plus pour la plupart des réseaux que nous avons à gérer, que ce soit de l'eau, de l'assainissement, à les avoir sous forme aérienne, sauf au niveau de passage de pont, par exemple, où vous pourrez voir des tuyaux d'eau, par exemple. Et sinon, tous les tuyaux d'eau sont enterrés pour plusieurs raisons. D'abord, ça évite de l'encombrement. Ça protège
les réseaux sont protégés par le mètre ou les 2 mètres de profondeur où ils se trouvent. Ça permet aussi de maintenir une température de l'eau fraîche en été lorsque la canicule comme celle qu'on a connue cet été est à son comble. Et ça aussi, c'est important pour maintenir la qualité bactériologique de l'eau le plus longtemps possible. Une eau chaude se détériore bactériologiquement beaucoup plus vite qu'une eau froide. Voilà, donc tout ça, c'est des bonnes raisons, puis il y en a encore plein d'autres qu'on pourra évoquer, hein, qui nous font dire, nous, opérateurs de réseau, que le sous-sol, c'est vraiment vital. Donc c'est vital, vous allez continuer évidemment à l'investir. On parle dessus-dessous, on s'intéresse de plus en plus à l'aménagement de cet espace souterrain, on parle d'urbanisme souterrain. En quoi il est souhaitable ou indispensable de se saisir des opportunités de ces espaces et de les aménager? Marion Giraudot. En quoi il est... Est-ce qu'il est souhaitable? Je pense que oui, c'est une nécessité dans les grands centres urbains aujourd'hui de les investir et de se poser la question de l'opportunité de créer et d'aménager ces espaces souterrains en lien avec, encore une fois, la ville du dessus et son aménagement. Mais pour quelle finalité? Est-ce que c'est les changements climatiques? Est-ce que c'est la densité? Est-ce que c'est la démographie? Qu'est-ce qui finalement rend indispensable le fait de s'intéresser à ce qu'il y a sous terre? Il y a tout un tas de raisons. Il y a effectivement dans un certain nombre de villes et de pays la question climatique, pour encore une fois ces questions d'usage du sous-sol pour des fonctions de déplacement, parce qu'il fait très froid par exemple à Montréal, parce qu'il fait très chaud et humide par exemple à Singapour. Donc il y a des vrais lieux de vie qui sont créés dans ces lieux souterrains, dans tout un tas de villes un peu partout par le monde, du fait des conditions climatiques. Mais ce n'est pas du tout la seule raison. Une des raisons, c'est que ça permet de la densité aussi à l'échelle urbaine qui évite l'étalement urbain, qui permet aussi de multiplier et de mixer les fonctions urbaines. Une des raisons aussi, c'est que ça permet une vraie mixité sociale à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des villes de plus en plus ségrégées. C'est-à-dire qu'on va avoir les quartiers riches, les quartiers pauvres, de manière assez caricaturale. Et en fait, les espaces de transport en commun, c'est un des seuls lieux dans beaucoup de villes aujourd'hui où toutes les catégories de la population vont se rencontrer. Parce qu'en fait, tout le monde prend les transports en commun à un moment ou un autre. Et d'un point de vue sociétal, c'est aussi une nécessité d'organiser ces lieux-là pour que les gens puissent continuer à se rencontrer, se croiser. Alors, ce n'est pas des vrais lieux de vie, les gens ne vont pas s'arrêter et discuter. Et encore que, dans certaines villes, à Montréal par exemple, il y a des places urbaines souterraines qui sont créées où va y avoir un petit groupe de papis d'origine asiatique qui va s'installer, et puis un groupe de jeunes qui va arriver, qui va venir discuter avec eux. Et tout ça est permis parce que ces lieux-là se retrouvent ces gens-là se retrouvent tous au même endroit, et que l'architecture qui a été créée et aménagée et à anticiper ces futurs usages permet ces rencontres sociales et sociétales. Ce qui est difficile à Paris aujourd'hui, par exemple, où les espaces, tous les lieux souterrains qui sont en lien avec les espaces de transport en commun ne sont pas du tout aménagés pour les rencontres, pour la vie urbaine, mis à part quelques exemples, qui est notamment les Halles à Paris, qui a été réaménagé et qui essaie en tout cas d'aller vers cette dynamique-là, et d'autres lieux qui ont été aménagés dans les années 70-80 avec des répercussions et qui ont contribué à la mauvaise image qu'ont ces lieux-là d'aujourd'hui, comme la Défense, qui va être réaménagée dans les années qui viennent, justement parce qu'on a pris conscience que ces lieux-là, pour tout un tas de raisons, n'étaient pas si bien conçus que ça. Pour les flux, c'est super. Pour les usages et pour la qualité de la ville, c'est un peu moins bien. Il faut les repenser aujourd'hui. Merci, on aura l'occasion de revenir effectivement sur la Défense et les Halles. Katia Lavréchine, même question. Vu de votre point de vue génie urbain, en quoi il est souhaitable d'aménager ces souterrains et pourquoi faire? Alors, il est souhaitable de le faire pour les raisons qu'a évoqué Marion, mais il y en a aussi d'autres, mais on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Pourquoi faire? En fait, tout est possible. Donc, il y a effectivement des choses qui sont déjà existantes et qui permettent de répondre à des problématiques de flux et de gestion de flux. Donc, en fait, on ne fait que passer. Et il y a d'autres problématiques qui permettraient effectivement de mixer des usages, d'en créer de nouveaux peut-être aussi. Et si on revient sur la région parisienne, et si on compare avec d'autres villes, donc il y a Singapour et Montréal qui sont vraiment les exemples phares qui existent sur cette thématique-là. Il y a des problématiques en région parisienne et sur Paris et en Europe en général par rapport à des problématiques réglementaires. Donc en fait, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi. Après, la mixité d'usage est intéressante. Il faut se positionner d'un point de vue culturel, à savoir qu'est-ce que les gens sont capables d'accepter en termes d'usage et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour améliorer en fait leur acceptation.
En fait, sur les possibilités, il y a plein de choses. Et un autre point qui est intéressant sur la région parisienne, c'est qu'en fait, on sait tous que le sous-sol a été exploité de façon assez intense par rapport à des matériaux de construction. Et donc, en fait, il y a des espaces qui sont déjà vides et qui n'attendent qu'à être aménagés. Donc, en fait, se pose la question ensuite de comment on les aménage. Est-ce qu'on les aménage ponctuellement ou est-ce qu'on les met en réseau ? Et là, en fait, se pose la question effectivement du dessous-dessus, du miroir dont on parle par rapport à la ville de dessus, mais aussi de savoir comment on fait interagir ces espaces-là en sous-sol. Une ville qui est souvent citée en exemple, c'est Montréal, avec son réseau de 32 km de souterrain qui effectivement est très utilisé. Alors l'hiver, on peut le comprendre parce que quand il neige et que les routes sont impraticables, c'est plus facile de passer en dessous. Mais pas que, c'est pas que ça, c'est aussi effectivement des vrais lieux de vie. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour nos pratiques à venir ? Alors, qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Beaucoup de choses. Après, mais vraiment, c'est sur les pratiques. C'est-à-dire que les gens sont habitués à utiliser ces espaces-là. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et ensuite, la façon dont s'est développée, en fait, cette ville souterraine à Montréal, c'est quelque chose qui est aussi complètement différent de ce qu'on peut avoir, nous, dans nos territoires urbains français et européens. En fait, il y a déjà des réseaux qui existent. Et en fait, pour faire vite, grossièrement, les exploitations du sous-sol, les aménagements ont été faits par chacun des gestionnaires des parcs du dessus qui ont aménagé d'abord leur espace et qui les ont mis en réseau. Et donc, en fait, c'est ça la première chose qui a été faite. Alors que nous, on a des acteurs qui sont différents actuellement. Et donc, en fait, ce ne sont pas les mêmes aménageurs. Marion ? Je pense que, alors déjà sur la question des usages, et ce que nous apprend le cas montréalais, c'est qu'en fait, on peut quasiment tout faire en sous-sol, sauf du logement. Ce qui est pour déjà... l'instant. Oui, pour l'instant, c'est vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut quasiment tout faire. On peut passer la journée dans ces lieux intérieurs. La deuxième réflexion, c'est la question du souterrain. Là, c'est plutôt une question sémantique. On parle de souterrain parce que c'est de fait, c'est en dessous de la terre. À Montréal, ils l'appellent la ville intérieure. Et c'est vachement intéressant parce que ça permet aux gens de sortir juste de cette idée de on est en dessous. C'est-à-dire qu'on est dans l'intériorité de quelque chose. Et les gens qui sont à Montréal, notamment quand il fait très froid, le matin, ils prennent leur métro, ils arrivent dans cette ville intérieure, ils sortent du métro, ils prennent des couloirs qui sont encore souterrains et puis ils montent dans les étages supérieurs où ils vont avoir leur bureau, leur lieu d'activité quotidienne. Et donc, ils créent un nouvel univers. Et donc, cette idée de nommer ces lieux-là un peu différemment, en tout cas dans l'acceptation de l'ensemble des personnes de ces lieux-là peut aussi accompagner et aider. La troisième chose sur ce que peut nous apprendre Montréal, c'est les jeux des acteurs et la manière dont cette ville a été constituée. Une des manières, et ça revient à ce que dit Katia sur la question de Paris, il y a déjà tout un tas de réseaux, donc c'est compliqué de venir parce que dès qu'on fait du sous-sol, il faut dévoyer, ça pose, c'est coûteux, c'est compliqué. À Montréal, ils ont pu aménager cette ville souterraine parce qu'on était à une époque... à partir des années 30 et à plus forte raison dans les années 50, où ils ont réaménagé tout un centre-ville, où ils ont fait tabula rasa de tout un tas de bâtiments qui existaient. Ils ont eu l'occasion et l'opportunité de créer cette ville souterraine sur les principes de l'époque, qui étaient les principes modernistes, et puis l'idée de ville métabolique, de ville d'urbanisme souterrain, qui étaient un peu les courants en vogue à ce moment-là. Et les pouvoirs publics qui ont mis en place cette ville ont accompagné les opérateurs privés dans la mise en place de cette ville. Et c'est là que réside peut-être une clé d'aménagement de l'espace souterrain en France, c'est qu'en France, effectivement, les pouvoirs publics, on sait qu'en termes financiers, ils sont un peu limités. Alors que là, tout ce qui a été mis en place, c'est que les opérateurs publics payent le réseau de transport en commun, point, même pas les couloirs, et tout le reste qui vient se greffer par-dessus est financé par des opérateurs privés qui sont aidés pour des raisons administratives, législatives par le public. Et ensuite, c'est eux qui vont gérer tous ces espaces-là en coordination les uns avec les autres et avec un objectif d'intérêt général et pas juste financier de moi je vais ramener les flux de personnes pour qu'ils viennent acheter chez moi. Donc voilà, il y a toute cette politique qui a pu être mise en place qui n'est pas développée en France aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler là-dessus régulièrement. On voit quand même que la question de est-ce qu'il faut et est-ce qu'il c'est nécessaire pose question. Il y a deux questions qui s'affichent à l'écran. Est-ce que, alors qu'on parle de plus en plus de produire au plus près du lieu de consommation, doit-on continuer à investir le sous-sol, l'anthropiser au risque de repousser toujours plus loin la production agricole ? La question de l'aménagement, ça pose quand même des vraies questions. Est-ce qu'il faut continuer je pense que là, c'est aussi le lien du dessus-dessous, sachant qu'il y a quand même des fermes urbaines aussi, et il y a notamment une expérience à Paris qui a été lancée de
de culture de champignons, me semble-t-il, dans le 18e arrondissement, dans un parking. Donc voilà, ça permet de garder une production agricole au plus près, même si ça reste sur des surfaces limitées. Mais du coup, la question quand même peut se poser de est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'investir un espace qui jusque-là a été libéré et pourrait servir à autre chose? Je pense qu'il faut investir cet espace-là parce qu'en fait, c'est l'exemple dont vous parlez de la ferme urbaine, c'est vraiment un tout petit espace. Et vu le potentiel des ressources et de ce qu'on peut aménager en sous-sol, notamment en sous-sol parisien, voilà, c'est vraiment une goutte d'eau. Ensuite, je ne comprends pas très bien la question sur repousser au plus loin la production agricole. En fait, l'aménagement de cet espace souterrain, c'est au contraire une réponse pour éviter l'étalement urbain et d'essayer en fait d'investir cet espace-là pour produire des fonctions qui permettent d'améliorer l'ensemble des services urbains et justement d'éviter cet étalement-là. Donc, on va justement ne pas mobiliser les terres agricoles de périphérie pour justement garder du local. Donc, en fait, c'est l'inverse. Je pense que l'investissement du sous-sol permet au contraire de garder du local. Alors, si la personne qui a posé la question veut la préciser, il a toujours le numéro qui s'affiche, n'hésitez pas. Marion Giraudot, vous alliez répondre, pardon. Non, j'allais répondre la même chose. Donc, si on construit un centre commercial, par exemple, ou une piscine en sous-sol, ça évite de la construire sur une terre agricole ou de réinvestir, d'étaler encore plus l'urbanisation. C'est dans le même. Peut-être que la question, ça va aussi avec la thématique qui est dessus-dessous, où on pense quand même le dessous en lien avec le dessus, et que donc, si on veut avoir deux milieux qui se répondent, ça veut dire qu'au-dessus, c'est aussi aménagé. C'est peut-être ça. Parce que vous avez beaucoup insisté dans vos deux interventions sur le fait qu'il fallait penser le lien entre le dessous et le dessus, justement dans l'aménagement, et vous parliez tout à l'heure des halles, vous parliez de la défense. Ce sont deux projets d'urbanisme qui ont fonctionné à un moment, qui ont été beaucoup questionnés et dénoncés à un autre moment. Les halles, je vous donne la parole, Marion Giraudot, c'est typiquement l'exemple d'un projet souterrain qui attirait peut-être tous les points négatifs qu'on mettait en début de table ronde et qui a été complètement revu pour recréer cette circulation. Tout à fait. En fait, il faut savoir que l'aménagement des halles, ça a été, dans les années 70, une opportunité avec l'arrivée du RER en sous-sol. Et du coup, à l'époque, on ne pouvait pas faire passer des tunneliers, on était obligé de faire un grand trou pour aménager la gare. Donc, on a tiré parti de cette opportunité-là de faire le grand forum des Halles qui existait, qui était lié aussi du coup à une densification de la ville de Paris sur elle-même pour éviter d'aller ailleurs, qui était lié aussi, ce qui n'est pas si anecdotique que ça, au fait que dans Paris on n'avait plus le droit de faire des tours. Donc il faut que si on ne fait pas des tours, où est-ce qu'on met les mètres carrés ? Et puis en fait, la manière dont le centre a été conçu, en tout cas dans la première phase, il a été conçu comme des plateaux souterrains superposés les uns aux autres, qui ont finalement assez peu marché. Alors déjà, il y avait assez peu de liens avec l'aérien. C'était difficile pour ceux qui ont connu les halles avant de sortir sans avoir à passer par 28 couloirs. Le niveau -3, qui est le niveau principal, fonctionnait d'un point de vue commercial et des équipements assez bien, mais les deux niveaux intermédiaires, le -2 et le -1, il ne s'y passait rien. Les opérateurs ont tout essayé. Ils ont mis du commerce de luxe, du commerce moins de luxe. Les gens ne venaient pas. Et puis la consultation de 2004 ou 2008, je ne sais plus, qui a eu lieu à Paris et qui a mobilisé des acteurs, des équipes de maîtrise d'œuvre internationales, a permis de re-questionner la place de ce lieu central dans Paris, mais qui était quand même perçu et très négativement. Il y avait tout un tas de problématiques à l'intérieur. Et toute l'action de l'équipe de maîtrise d'œuvre de la restructuration a été de reconnecter à l'aérien, de faire rentrer de la lumière jusqu'au niveau -3, de permettre à la place carrée, qui est la place centrale, qui se trouve sous la canopée, d'être accessible directement depuis et inversement l'extérieur, alors qu'avant on était dans un grand trou et puis voilà. C'était tout. Donc ça a été toute l'action qui a été faite pour reconnecter et venir donner plus de qualité à ces espaces-là. Donc apporter de la lumière, apporter des circulations et de la fluidité, rendre et simplifier l'espace, notamment du coup en lien avec l'aérien. Avant le jardin, il était assez peu utilisé. Enfin, moi je sais que j'y suis allée 3 fois, je n'y suis pas retournée avant le réaménagement parce que je ne savais même pas où j'étais. Alors que là, on voit qu'il y a cette grande esplanade, ce grand jardin qui permet de comprendre, d'avoir une compréhension globale de l'espace. Donc en fait, c'est de simplifier les choses. Et je pense que c'est ce qui va se passer à la Défense aussi. C'est que quand ces grands aménagements ont été faits dans les années 70-80, ils étaient pensés pour les flux. Et ça, on ne peut pas dire qu'ils ne fonctionnaient pas parce que de ce point de vue-là, ils ont été d'une efficacité incroyable.
Mais voilà, on a oublié les paramètres architecturaux et sociaux parce qu'il fallait construire vite, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui passaient par là. Katia Lafréchine, vous voit hocher la tête. Oui, je hochais la tête et je rebondis sur l'exemple de la défense et ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on a dit que le miroir, donc quand on parle du souterrain, on pense au sol naturel, mais en fait la défense c'est typiquement pas du sol naturel, donc c'est intéressant de voir aussi comment on peut construire du sol artificiel qui fait du souterrain artificiel et de voir comment on gère ces échanges et la façon dont les gens peuvent s'approprier le lieu. Et vraiment l'appropriation du lieu pour le comprendre et l'utiliser au mieux possible, c'est à mon avis la priorité. Stéphane Cordier, qu'est-ce que ça change pour vous qui étiez déjà là et très investi dans l'aménagement, tous ces nouveaux opérateurs, tout cet intérêt pour le souterrain et pour la construction ou l'aménagement de ces espaces aujourd'hui vides et inutilisés ? En tant qu'acteur de la protection pour l'environnement, on est très attentif au fait de la verticalisation des espaces et des aménagements. On doit évidemment lutter contre l'imperméabilisation qui avance au fur et à mesure qu'on développe de l'horizontal. Et évidemment que cette situation-là, elle est gênante pour plusieurs raisons, et en particulier le fait que l'imperméabilisation entraîne une accélération et une densification des flux d'eau usée et d'eau pluviale qui parfois n'arrivent pas à être canalisés par les ouvrages existants parce que finalement la ville s'est étendue, les temps de concentration sont plus importants et on assiste, parce qu'on ne sait pas faire autrement, à des débordements de ces eaux qui sont non traitées par les stations d'épuration, qui peuvent aller directement dans les rivières, et évidemment que c'est néfaste, nocif pour l'environnement. Donc tout ce qu'on pourra imaginer comme développement vertical, qu'il soit au-dessus ou en dessous, va dans le bon sens par rapport à la protection de l'environnement et des milieux naturels. Katia Lafréchine, vous vouliez réagir? Alors, je vais rebondir sur le problème d'imperméabilisation avec une des questions qui est mise là, qui est de dire s'il est désirable de pousser la population à l'usage des souterrains dans la qualité de l'air et exécrable. Ah non, c'était pas ça là. Si, c'était sur les propriétés du sol, non? Et en fait, c'est sur les propriétés du sol, parce qu'en fait, sur la verticalité, peut se poser aussi la question de l'imperméabilisation des sols, et de fait, ça va avoir un impact sur les écoulements des fluides. Donc en fait, toutes les grandes villes sont construites sur des bassins sédimentaires, sur lesquels il y a des nappes qui sont subaffleurantes. Et donc en fait on va avoir un impact sur l'écoulement des eaux. Donc c'est quelque chose qui est très connu, que l'on maîtrise. Mais en fait le fait de densifier l'exploitation du sous-sol peut avoir des répercussions importantes à des échelles assez considérables qui sont à l'échelle du bassin versant sur justement ces écoulements fluviaux et donc il faut être souterrains pardon. Et donc il faut être capable de les anticiper, de les modéliser aussi. Mais par exemple, aux Pays-Bas, est-ce qu'on peut imaginer investir les sous-sols et construire la ville sous la ville ? D'un point de vue technique, pas politique. Ah ben oui, d'un point de vue technique, on pourra le faire. Après, c'est le coût que ça va engendrer, le surcoût, parce qu'en fait, il va y avoir des pompes d'exor qui vont être mises en place. Il va falloir se poser la question de où est-ce qu'on va rejeter l'eau dans le milieu naturel, etc. Donc, techniquement, c'est possible, mais après, il y a de grosses questions environnementales à se poser. Et en France, est-ce que le fait de davantage investir les sous-sols, ça a un coût aussi pour vous, exploiteurs et gestionnaires de réseaux? Est-ce qu'il faut renforcer les réseaux existants? Est-ce qu'il faut revoir leur implantation? Est-ce qu'il faut retravailler complètement la relation à la ressource souterraine en lien avec les nouveaux aménagements qui sont prévus ou à venir? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, les villes et les réseaux des villes se sont stratifiés avec le temps. Haussmann, Belgrand, c'était le 19e siècle, et les réseaux parisiens, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, datent de cette époque-là, avec la particularité d'ailleurs que les réseaux d'eau potable sont à l'intérieur des réseaux d'assainissement, ce qui, à ma connaissance, est très peu couru à travers le monde, avec des avantages et des inconvénients sur lesquels on pourra revenir. Enfin, toujours est-il que... Vous avez le temps de détailler un petit peu maintenant. Oui, merci. Toujours est-il qu'on est confronté finalement à différentes périodes qui se sont constituées pour aménager le centre de Paris et puis petit à petit les périphéries et la petite couronne.
On a dans cette logique-là des réseaux de nature différente, d'âge différent, d'état en termes de qualité des matériaux très différents. Et bien entendu, ça renvoie à une logique de schéma directeur urbain à travers lequel, évidemment, que lorsqu'il y a cette capacité à anticiper et à se projeter, on est capable de dimensionner, de configurer, de modéliser des réseaux qui vont répondre aux besoins présents, mais aussi aux besoins du futur. Ça n'a pas été forcément le cas systématiquement par le passé, et on assiste aujourd'hui à la nécessité parfois d'avoir à redimensionner des réseaux parce qu'ils ont été conçus un peu à courte vue, et on est obligé de refaire une reconception générale des réseaux pour accompagner le développement urbain des agglomérations. Merci. Je rebondis sur une question qui est posée. On a parlé étalement urbain, on a parlé imperméabilisation des sols. Il y a aussi la question de la pollution. On sait que les dernières études, et notamment à Paris, montrent que l'air, notamment des réseaux de transport, n'est pas du tout de bonne qualité. Ça pose effectivement la question, si on investit davantage le sous-sol, comment on traite l'air et comment on fait en sorte que ce soit respirable au sens santé. Qui veut répondre? Moi, je peux répondre, mais sur la partie technique, encore une fois, c'est très facile à faire, on sait faire. Donc, en fait, il faut juste investir. Après, alors, je ne connais pas en détail ce qui se passe dans les métros et comment c'est mesuré, mais typiquement, en fait, les systèmes qui permettent de faire de la qualité, de gérer la qualité de l'air et de l'améliorer, de la traiter, sont des systèmes qui sont un peu désuets sur les métros parisiens et surtout qui ont été dimensionnés à une époque où les flux n'étaient pas les mêmes. Donc, en fait, voilà, on n'est plus sur des réponses techniques qui sont adaptées aux besoins. Donc, voilà. Mais techniquement, sur la gestion de la qualité de l'air en sous-sol, il y a zéro problème. Et en France, on a une réglementation qui est très intéressante là-dessus, avec un législateur qui est très à cheval sur ce qu'on doit produire, notamment au moment de la mise en service d'un bâtiment, même s'il est souterrain. Donc là, il n'y a aucun souci. Oui, en ce moment, la région et la RATP mènent des essais justement de traitement d'air selon différentes techniques. Et en effet, les premiers résultats sont très bons et montrent que les rendements sont vraiment excellents. Peut-être que demain, la qualité de l'air sera meilleure en souterrain qu'en surface. Merci. Si on revient à la France et notamment à la région capitale, le projet du Grand Paris Express, avec ces dizaines de tunneliers présents sur le territoire en même temps, est-ce que c'est une occasion d'investir le sous-sol, ou en tout cas de planifier différemment l'aménagement du sous-sol? Et est-ce que c'est pas une occasion manquée déjà au vu de ce qui se fait, d'autant qu'il y a une gare juste à côté, donc voilà, vous connaissez bien le sujet. C'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée parce que, pour les raisons administratives, législatives que j'ai expliquées tout à l'heure, il n'y a pas d'anticipation générale. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand plan qui a été fait. On a dit on va mettre une station là, une station là, une station là, et on va les relier en sous-sol, et point. Il n'y a pas eu de problématique et de réflexion générale sur comment on va profiter de ces aménagements pour relier d'autres lieux souterrains qui sont potentiellement juste à côté. Ce qui est quand même vraiment dommage. Comment on va en profiter pour densifier au sous-sol pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Comment on va profiter de tous ces aménagements qui sont hyper coûteux pour améliorer la ville en sous-sol et du coup améliorer la vie globale à l'échelle de la métropole. Donc là, oui, il y a une vraie problématique qui est liée d'une part au contexte législatif. C'est la Société du Grand Paris qui a été créée spécialement pour la construction du Grand Paris Express qui construit ces lieux-là, et il y a quelque chose qui était assez marquant. Il y a quelques années, quand ils ont présenté les premières gares, ils disaient la gare, ça va être un grand puits souterrain et une seule sortie. Parce que le problème des métros aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de sorties et du coup, on s'y retrouve jamais. Bon, d'accord. Sauf que quand on regarde, en fait, 90%, ou je ne sais pas exactement combien, mais plus de 80% des futures gares du Grand Paris sont en connexion avec des métros, des RER, etc. En fait, on se dit, mais pourquoi nous dire ça, alors qu'en réalité, il va se passer plein d'autres choses. Et c'était strictement parce que la Société du Grand Paris pensait Société du Grand Paris, et qu'à côté, c'était soit la RATP, soit le STIF, et que chacun était dans son précaré de « moi, j'emménage ça avec mon budget et avec mes orientations ». Alors,
plein de choses ont évolué depuis. Quand on regarde les projets de Gare Grand Paris sur le site de la Société du Grand Paris, avec tous les projets d'architecture qui ont pu être faits, bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup plus que juste ce puits souterrain, que les concepteurs ont réfléchi comment améliorer la ville, etc. Mais on est passé à côté de tout un tas de choses. Une autre des raisons qui est essentielle, je pense, c'est la question de la législation du sous-sol. C'est qu'aujourd'hui en France, et en gros depuis les années 80, on n'a pas le droit d'aménager en sous-sol. C'est lié ensuite, suite à l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc. La législation en termes de sécurité incendie s'est largement durcie. Et depuis, on n'a pas le droit de faire de RP dans des établissements recevant du public plus d'un niveau souterrain et 6 mètres de profondeur. Donc au-delà de 6 mètres de profondeur, le Grand Paris Express, vous avez des gares qui seront en gros à moins 20 à moins 50 mètres de profondeur. Profond pour passer sous les réseaux qui existent, pour pas qu'il y ait des vibrations pour que les gens qui habitent au-dessus, etc. Donc entre moins 6 et cette profondeur-là, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que les architectes vont vous dire ça va être super, va y avoir des murs végétaux, vous allez avoir de la lumière, va y avoir des panneaux de signalisation, mais en vrai, il y aura personne, parce qu'il n'y a pas le droit. Et là où va y avoir des lieux de fonction, ça va être au niveau moins 6. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que tous les ingénieurs qui sont là pourront le dire, on sait construire et aménager des lieux souterrains qualitatifs, etc., qui offrent des vraies fonctions en lien avec ces espaces de sous-sol. Donc là, il y a eu un vrai raté là-dedans, et ça va être compliqué d'en sortir plus tard. Katia Lafrichine, même question. J'ai rien à rajouter. Si, peut-être là, on a parlé de planification et de stratégie horizontale, mais si on doit faire un exemple, moi j'aime bien citer la gare de Saint-Maur, qui est la plus profonde. Et si on regarde la profondeur de la gare de Saint-Maur et si on regarde le plus en surface, en fait, le plus n'autorise pas des constructions à cette hauteur-là. Donc en fait, dans le cadre de la gare du Grand Paris, on a eu la possibilité d'aménager à 50 mètres de profondeur, mais on n'en fait pas grand-chose. J'allais dire rien, mais c'est pas vrai, mais on en fait très peu de choses. Et alors je vais rebondir sur cette gare-là, parce qu'en fait, cette gare, elle a un traitement architectural assez intéressant, notamment pour la qualité voir comment on peut amener de la lumière le plus profond possible. Et ça permet de répondre peut-être à une question en lien avec ce qu'on construit et les usages qu'on en fait. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec les logements. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas de logements qui sont programmés dans l'ensemble de ces choses-là. Donc c'est très multifonctionnel, plurifonctionnel, on peut l'appeler comme on veut. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a des logements qui sont plutôt des logements ponctuels, des hôtels, où l'idée c'est de faire passer les gens. Donc en fait, on va rester une nuit, 2 nuits, mais il n'y a pas de logement proprement parlé dans l'ensemble de ces programmations-là, pour des questions de qualité et de confort des personnes qui habiteraient dans ces espaces souterrains. Du côté de gestionnaire de réseau aussi, le Grand Paris Express, il n'y a pas de travail en commun. On vous demande en gros de déplacer vos canalisations pour permettre de creuser les tunnels, mais ça se limite à ça, le lien. Exactement, sachant que les réseaux d'eau et d'assainissement sont peu profonds. Et ils sont simplement concernés par les emprises de surface qu'il peut y avoir et qui sont liées aux travaux du Grand Paris Express. Et donc on est contraint depuis maintenant 2-3 ans à mener des opérations lourdes de contournement, de dévoiement de ces réseaux d'eau et d'assainissement. Mais sans, comme on le disait tout à l'heure, sans concertation particulière. Cette logique de silo, on la retrouve aussi dans les métiers que je représente. Pourtant, le constat, il est connu, le fait qu'il faudrait que les acteurs travaillent ensemble, qu'il faudrait avoir une vraie planification du sous-sol, qu'il faut travailler à une réglementation peut-être pas dérogatoire, mais qui permette d'aménager. Il y a eu le projet d'idée, lancé en 2013, qui a rendu un rapport d'étape en 2017. On est en 2019. J'ai été encore hier soir sur le site voir s'il y avait une actualisation entre-temps qui pouvait venir nourrir la table ronde. So what ? Katia Lafrichine. Alors, le projet Ville d'idées, c'est un projet de recherche qui a été financé, c'est un projet national, très ambitieux à l'époque, et qui soulevait exactement cette question-là. Et donc, en fait, la difficulté de ce projet, c'est que ça a concerné beaucoup de personnes, donc qui étaient à la fois des chercheurs, mais toutes les personnes concernées par cette thématique-là. Et en fait, comme beaucoup de projets, tout le monde est un peu retourné à travailler de son côté. Il y a eu très peu de synergie. Et il y a eu un premier rapport d'étape en 2017. Et là, la difficulté, c'est de savoir comment
valoriser l'ensemble des productions. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Donc en fait, moi, je remplace Monsieur Defayet dans le cadre du COMES pour l'AFTES aujourd'hui. C'est une question qu'on pose à chaque fois quand on est en COMES. On a besoin de valoriser les travaux parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais la difficulté de ces travaux, c'est que ce sont des travaux qui sont encore en sillon. Donc en fait, c'est très difficile de faire une synthèse et de faire des propositions. Il y en a qui sont très intéressantes. Certaines ont été publiées, mais sous forme très ponctuelle. Mais en fait, la valorisation de l'ensemble de ce travail de projet national n'est pas encore effective. Mais elle ça le sera tient bientôt. à un manque de pilotage ou de volonté politique, ou parce que les acteurs sont tellement habitués à travailler chacun dans leur coin que ça reste difficile, malgré les bonnes volontés, d'avancer ensemble? Non, je pense que les acteurs ont envie de travailler ensemble. Mais après, il y a pas mal de freins. Et le frein réglementaire et législatif est un frein qui est relativement important. Et de fait, tant que celui-ci ne sera pas réglé, ou en tout cas levé pour partie, les acteurs pourront toujours rediscuter, mais tant qu'il n'y aura rien qui sera produit de façon collective, en fait, on ne montre pas l'exemple, et du coup, on reste dans une impasse. Marion Giraudot, sur cette question du rapport et de ce qu'on pourrait en faire et de pourquoi ça n'avance peut-être pas. Bon, c'est les mêmes constats, hein. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait des acteurs politiques, je pense, les acteurs locaux, qui s'emparent du sujet. Aujourd'hui, on est des chercheurs, on est des architectes, voilà, mais nous, on fait de la prévention en disant attention, il y a un sujet ici, il faudrait le prendre en considération. Après, il faut que les bonnes personnes arrivent à s'en emparer et à faire émerger une réflexion commune. Mais on espère que ça va aboutir. C'est pour ça qu'on est là et qu'on continue à travailler sur ces sujets. Justement, vous avez parlé de réglementation, de freins réglementaires, de choses qu'il fallait changer. Qu'est-ce qui aujourd'hui vient freiner les projets de développement et sur quoi il faudrait réfléchir ou agir pour permettre qu'on puisse davantage investir les sous-sols? Parler notamment de la réglementation sécurité. Est-ce que c'est des freins psychologiques ou est-ce que c'est des freins, par exemple, sur la question de la sécurité, le fait qu'on ne puisse pas construire parce qu'il y a eu un incendie et qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'on reste sur une approche un peu psychologique de plus on est loin sous terre, plus c'est difficile de remonter et donc il faut interdire toute activité? Ou est-ce qu'on sait aujourd'hui construire différemment avec des questions de sécurité, enfin des équipements de sécurité plus efficients qui devraient permettre de faire bouger la réglementation, par exemple? Je pense que c'est pas un vrai frein. Aujourd'hui, on sait faire. On sait faire. Après, c'est sûr que le coût est plus important parce que c'est en sous-sol. Il n'y a pas les mêmes contraintes qu'en aérien. La législation est plus contraignante parce que, en fait, quand on construit en sous-sol, bon, déjà, on est limité à ces histoires décimètres, mais aussi, c'est beaucoup plus contraignant quand les halles ont été construites et donc réaménagées. Elles ont été construites avant cette législation interdisant à moins 6 mètres. En fait, on se trouve dans un système où on est comme un immeuble de grande hauteur, un IGH. On est contraint par exactement la même législation en termes de sécurité incendie, c'est ce que certains appellent les immeubles de grande profondeur, du coup. C'est-à-dire que, déjà, il faut qu'il y ait à demeure un pompier qui soit là toute la journée. Et il faut aussi fonctionner en compartimentage. C'est-à-dire qu'en général, les IGH en France, c'est au-delà de 28 mètres ou au-delà de 50 mètres selon les usages qu'on met à l'intérieur. Mais ça induit que s'il y a un incendie, on confine l'incendie sur un étage ou sur un niveau et comme ça, les gens peuvent sortir. Donc évidemment, c'est beaucoup plus coûteux parce qu'il faut installer des parois coupe-feu très, très complexes, etc. Et pour un cas comme les halles ou les espaces souterrains, on est contraint par ce genre de choses qui rajoutent des coûts, une complexité législative, etc. Qui freinent, mais on sait faire. On sait faire, il faut juste être un peu astucieux, il faut trouver les bonnes solutions, il faut... je pense qu'il n'y a plus... les freins sont purement législatifs, on les a déjà expliqués largement, sont politiques aussi, sont dans l'acceptation des gens de cette problématique-là, parce que il y a eu moi j'appelle ça des traumatismes, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais il y a eu les traumatismes de l'urbanisme de dalle dont on revient à peine finalement. Il y a aussi des traumatismes liés à l'urbanisme souterrain, mais j'espère que des réaménagements comme celui des halles vont permettre de faire prendre conscience aux gens que ça peut être chouette aussi d'avoir des espaces souterrains qui ont des vraies qualités, etc. Et tout ça va... Oui, et puis je pense que les décisions politiques qui peuvent être prises, ce sont des décisions politiques qui permettent de montrer que on peut avoir un usage récréatif de ces espaces-là qu'on peut raménager en sous-sol. Marion a parlé de piscines par exemple, mais il peut avoir aussi des espaces souterrains comme des parcs, et il y a des exemples qui sont faits, c'est pour ça que je rebondis. Question justement. Oui, je rebondis là-dessus, mais à New York, ils sont en train de réaménager un parc en souterrain avec justement cet aspect récréatif. Donc l'idée, c'est de montrer par l'exemple que ça fonctionne, et donc il peut avoir
avoir de temps en temps des décisions politiques qui disent ok, ici à cet endroit-là on met un espace souterrain récréatif sous forme de parc avec les fonctions que l'on veut. Mais il faut qu'ensuite ça puisse être unifié, parce que si on fait qu'une décision politique à un instant donné sur un territoire particulier, sur un site et sur un projet, mais en fait quand on parlait de planification, on n'a plus cette planification-là. Donc on a besoin de répondre à une planification en sous-sol, mais qui réponde aussi à des besoins de surface. Et s'il n'y a pas le lien qui est fait entre les deux, ça ne marchera pas. Donc en fait, la décision politique doit permettre de faire avancer la réglementation pour qu'on ait une vraie stratégie de planification derrière. Et dans ce sens-là, je pense que la consultation Réinventer Paris, elle a eu plein d'intérêt justement de mettre sur le devant de la scène la question du sous-sol, et ça c'est une très bonne chose. En revanche, les sites qui ont été proposés finalement sont très anecdotiques finalement à l'échelle de cette planification-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être il n'y a pas eu autant de réponses qui ont été faites que dans les réinventés précédents, et que ça a peut-être moins fonctionné, parce que le sous-sol nécessite, encore une fois, cette anticipation et cette vision globale. On ne peut pas penser un aménagement souterrain comme ça au cas par cas. On peut, on pourrait aménager un sous-sol qui existe où il y avait un parking, et puis finalement le parking n'a plus d'usage, donc on peut en profiter pour mettre de la logistique, des champignonnières, une piscine, ce qu'on veut. Mais on n'arrivera pas à avoir une pensée globale et constructive pour la ville de demain si on n'arrive pas à mettre en réseau tous ces lieux-là. Et Cathy en parlait au début de notre intervention. Tout le potentiel avec les carrières, les catacombes, tous les lieux souterrains qui existent déjà, qui en fait sont déjà en réseau, là c'est une opportunité dingue en fait, finalement, face à tous ces petits points anecdotiques. Mais est-ce que c'est pas parce que on imagine, quand on parle souterrain, on imagine fermé, clos? Justement, on n'imagine pas forcément ce lien avec le dessus. Moi, j'avoue qu'un parc souterrain, j'ai du mal à me représenter ce que ça peut être, comment peut y avoir des arbres, de l'herbe, des fleurs. Enfin voilà, je vous invite vraiment à regarder sur le parc je crois qu'ils ont dû commencer les travaux, je sais plus, mais c'est un projet de parc souterrain à New York qui est juste. En fait, sur les images de projet, c'est vert, c'est aéré, il y a beaucoup d'espace, il y a des aménagements récréatifs pour les enfants, il y a vraiment c'est très très bien, avec une hauteur de plafond qui est assez conséquente. Et donc en fait, on n'a pas cette notion de clos et de fermé. Après, il y a des puits de mer naturels qui permettent d'avoir en fait un confort qui me semble, en tout cas sur les représentations, relativement intéressant. Oui, je pense que ça apporte un vrai nouvel usage qualitatif dans une ville comme New York où les mois d'hiver il fait très 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 froid et donc les gens sont pas dehors. Et là, comment on fait quand il fait très 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 froid et qu'on a des enfants en bas âge qui ont besoin d'aller s'aérer et qui deviennent fous dans un petit appartement new-yorkais, et du coup on peut profiter de cet espace-là où il pleuvra pas, où il fera pas trop froid et qui va profiter à tout le monde. Et je pense que pour être dans la même démarche, dans la même analyse finalement que les lieux de transport en commun, ces lieux-là, puisque ils feront partie des lieux hyper agréables dans une ville comme New York, c'est là que tous les gens se rencontreront. Et ça revient à la question de la mixité sociale et de ces questions sociétales de toutes les couches de la population qui se rencontrent à un endroit et qui créent l'environnement urbain et de la qualité. J'entends. J'imagine ce que ça peut aller voir quand même en sortant pour voir vraiment à quoi ça peut ressembler. Vous dites qu'il faut quand même changer la réglementation. Comment on fait pour passer du stade de il y a des choses formidables qui se font? Comment on fait pour passer de Réinventer Paris, qui a ce mérite de présenter des beaux projets architecturaux, certes anecdotiques, mais qui font bien et qui permettent justement peut-être d'évangéliser les politiques, les élus, les acteurs. Comment concrètement on peut espérer passer d'une phase où beaucoup de monde travaille sur ces questions à une phase où on devient un petit peu plus industrialisé quand on parle d'aménager le sous-sol? Je suis pas sûre que le terme soit bon, surtout si on y met des dimensions environnementales, mais voilà, on passe un cap pour faire en sorte que vraiment on y va et ça devient quelque chose de normal et plus de atypique. Franchement, je sais pas, mais j'ai des idées. J'imagine que si on est capable de montrer des beaux projets par l'exemple et surtout de communiquer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller parler à l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées par ces lieux-là. Donc on a dit que les politiques, c'était effectivement eux qui prenaient la décision, mais ensuite il faut répondre à certains besoins et dire que si on a des besoins quels qu'ils soient en surface, qu'on peut avoir des réponses souterraines et de montrer à quoi ça peut ressembler. Donc tout à l'heure, quand je parlais d'hôtels, il y a des exemples de très beaux hôtels souterrains qui sont en fait des expériences uniques. Et en fait, il y a une communication fantastique qui est faite
sur ces hôtels-là. Donc, il y en a un en particulier en tête. Et en fait, voilà, l'idée, c'est comment on vend ces productions-là en étant des productions qui sont des espaces de rêve, récréatifs, avec des usages nouveaux, qui répondent à des vraies problématiques environnementales aussi, parce qu'on est capable justement de réinvestir des lieux qui sont déjà pour la plupart hyper accessibles. On a juste à faire des connexions. Je pense que quand les gares du Grand Paris Express vont être aménagées, je pense qu'il y en a plein qui seront très bien, même si, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur tout un tas de niveaux, il ne passera pas beaucoup de choses. Mais pour les avoir consultés, pour voir ce qui va être produit, on a quand même des architectes qui savent faire des choses très belles et très bien et très agréables. Et ça va permettre à valoriser ces espaces-là par rapport à l'image qu'on les a aujourd'hui de la gare RER un peu glauque, de la station de métro un peu compliquée, et machin. Et puis si j'ai une poussette, c'est galère. Enfin voilà. Là, tout ça va aussi, dans les années qui viennent, pouvoir évoluer par rapport à ça. Et après, quand les pouvoirs publics veulent faire les choses, ils peuvent le faire, ils ont les outils à leur disposition, et pour le Grand Paris Express notamment, je disais tout à l'heure, il y avait une question de la propriété du sous-sol. Et notamment, s'il y en a qui ne le savent pas ici, quand on est propriétaire d'un terrain, on est propriétaire jusqu'au centre de la terre. Ce qui pose évidemment des problèmes législatifs un peu compliqués quand on veut aménager le sous-sol. Donc notamment les réseaux de transport en commun souterrains, si les premiers, enfin en tout cas tous les métros sont aménagés sous les rues, c'est parce que l'État construisait sous son espace public. À un moment donné, à partir des années 80-90, et notamment l'aménagement du RER-E, on allait beaucoup plus profond, et puis là on est sorti il faut passer sous les voiries, parce que de toute façon il n'y a plus la place, il y a plein de choses, etc. Donc, on s'est dit on va couper à travers les îlots, donc on va mettre en place un outil législatif qui permet de racheter des portions de terrain souterrain. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est la ville en 3D, quoi. On va racheter un morceau du terrain. Les tréfonds, merci. De racheter les tréfonds. Et pour le Grand Paris Express, c'est ce qui s'est passé. En fait, le Grand Paris Express, le réseau, il passe 99% sous du foncier qui est privé. Et en fait, il y a eu tout un outil, un département législatif auprès de la Société du Grand Paris qui était chargé d'aller voir chaque propriétaire terrien et d'aller lui racheter pour quelques centaines ou milliers d'euros, parce qu'après il y a un calcul foncier avec des pourcentages, etc. Et qui ont racheté la portion du tréfonds qui correspond au passage du réseau du Grand Paris Express. Donc, après, quand on a décidé de le faire, bien sûr, il y a une machine un peu lourde derrière, mais c'est une opportunité, on peut. Je reste sur le Grand Paris Express. Il y avait une question sur les terres excavées. Dans le cadre des aménagements souterrains, c'est effectivement une vraie question qui s'est posée et qui continue à se poser avec le sous-sol du Grand Paris Express. Comment on peut le valoriser? Et la question, c'est est-ce qu'on ne risque pas d'aménager le sous-sol au détriment des territoires en surface? Là encore, je ne sais pas trop la question, mais en tout cas, sur la question des terres excavées, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise pour le retraiter? Est-ce qu'on sait en faire? Parce qu'il y a la question environnementale qui se pose derrière aussi. Alors, la problématique des terres excavées est importante. Donc on sait faire, on sait réutiliser, réutiliser si la terre n'est pas polluée, parce qu'il y a forcément des problématiques de pollution. La grande difficulté actuellement, c'est que la quantité des terres qui est excavée actuellement et de façon synchrone pose problème. Donc il y a des vraies problématiques. Donc il y a beaucoup d'outils et de réflexions et d'outils qui ont été mis en place pour essayer de voir comment on pouvait mutualiser et répondre de façon locale à des besoins, etc. en termes de réutilisation. Ça marche pour partie, mais après il y a aussi un problème de réglementation. Si on veut réutiliser la terre, il faut qu'on connaisse exactement d'où elles viennent et qu'il faut qu'on ait des processus de contrôle par rapport à la qualité de ces terres-là. Il y a aussi des problématiques de pollution, comme je le disais, mais en fait la vraie problématique actuellement, c'est une problématique de quantité. Et en fait, on a une quantité de flux qui arrive en même temps, et là, les besoins ne sont pas là derrière. On parlait faire... Pardon, mais il y a plein de projets qui existent sur Paris. Quand on parle des terres excavées sur Paris, je vous invite à consulter sur le net. Il y a beaucoup de projets, et notamment des projets sur la réutilisation des terres pour faire des briques de construction. Oui, d'ailleurs, EFH, qui animait un workshop hier après-midi, m'expliquait qu'ils essaient d'utiliser la terre excavée pour l'écoquartier et d'avoir une économie où ils revendent le béton produit à partir des terres excavées pour faire en sorte d'une économie circulaire et rester pour les productions. Donc il y a effectivement des choses qui se font. On parlait du fait architectural. Dominique Perrault,
c'est quand même un des spécialistes quand on fait une recherche sur les aménagements dessus-dessous. C'est un Français. Et pour autant, en France, on voit que ça patine. Il fait beaucoup d'aménagements extérieurs. Qu'est-ce qui fait que sa pensée, en tout cas, ce qu'il propose, fonctionne Je vous sens amusée. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est un très bon architecte déjà, qui fait quand même des lieux qui sont assez incroyables. Après, il travaille et il a conceptualisé autour d'une thématique qu'il appelle lui le groundscape, qui est l'aménagement du sol, et pas que du sous-sol, hein, mais dans sa continuité, on est sur des choses assez différentes. Mais je pense que la démarche différente, en tout cas par rapport à celle dans laquelle on est, qu'une démarche vraiment d'aménagement du territoire, c'est qu'il a vraiment une démarche d'architecte. C'est-à-dire qu'il va faire des objets, des systèmes qui sont vraiment très qualitatifs, mais qui sont de l'architecture à l'échelle urbaine, qui ne sont pas de l'aménagement urbain et comment dans l'aménagement on intègre le sous-sol. Donc il participe à la valorisation du sous-sol. Ça, je pense qu'en effet, il fait partie des gens qui portent cette discipline presque, qui la valorise à l'étranger, etc. Après, c'est vrai qu'il travaille plus à l'étranger quand il fait des aménagements souterrains, et notamment à Séoul, où il en a fait plusieurs. Enfin, il a fait l'université pour femmes de Séoul, et là, il a conçu un nouveau projet qui va être réaménagé au centre de Séoul, où il vient creuser. Je pense qu'une des grandes qualités de son travail, c'est qu'effectivement, il amène de la lumière très profondément. Bon, il va faire une gare du Grand Paris Express aussi, hein. Mais où il vient vraiment travailler le substrat de la ville comme vraiment un outil. Mais bon, on reste encore à la limite, hein. On n'est pas sur de la profondeur très importante comme ce dont on peut parler aussi. Mais en tout cas, il va creuser le substrat et ensuite travailler vraiment avec l'aérien. C'est l'exemple de la Bibliothèque nationale de France où il y a du sous-sol et il y a de l'aérien. Mais il permet, via son architecture, de montrer qu'il peut aussi y avoir des lieux qui sont souterrains. À la Bibliothèque nationale de France, tout ce qui est souterrain, c'est des lieux hyper agréables, hyper poétiques. Et donc on peut, avec le bon moyen de les concevoir, montrer que ça peut être des lieux incroyables. Mais justement, ce travail à la lisière, ce qui permettrait peut-être de faciliter et de ne pas avoir besoin de changer toute la réglementation. Il y a quand même beaucoup de questions sur les appartements, sur les logements. Ça interpelle le fait qu'on puisse faire des logements en souterrain. Alors en souterrain, aujourd'hui, on ne peut pas. Et puis peut-être qu'on n'a pas envie d'aller y vivre aujourd'hui. On n'est peut-être pas dans une phase où on privilégie la lumière, les espaces et la nature. Mais est-ce que travailler en surface ou sur les... Vous m'expliquiez qu'à Séoul, effectivement, ils creusent une rue et que c'est sur les bords qu'ils construisent des logements. Donc finalement, ils profitent de créer une nouvelle strate pour faire des choses, mais qui sont en surface par rapport à quelque chose qui affleure désormais. Est-ce que c'est pas une des pistes aussi pour pouvoir davantage utiliser le sol ? Je pense que pour la question du logement, en fait, il faut, et on a tous les outils aujourd'hui, il faut créer un univers qui soit agréable avec les questions de qualité de l'air, avec les questions de la luminosité, qui est la problématique principale. Mais si on excave un endroit ou si on a un apport de lumière via un puits de lumière et puis des parois réfléchissantes, etc., on peut arriver à des aménagements qui permettent ce type d'usage. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple aujourd'hui. Et c'est ce qui manque, c'est que le jour où il y aura un exemple, ça fera effet boule de neige, quoi. Katia Lafrichi. Ah oui, non, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, quand je parlais d'exemples, c'est vraiment ce qui manque. C'est-à-dire que pour tous les autres usages, on a des exemples sur lesquels on peut s'appuyer en disant, mais voilà, ça fonctionne pour telle raison. Là, ça n'a pas bien fonctionné pour telle raison. Pour le logement, en fait, il y a dans l'inconscient des choses qui sont assez intéressantes. Vous avez dit, quand je suis dans mon logement, j'ai pas envie de vin, et vous avez parlé, j'ai envie d'espace vert. Sauf qu'en fait, quand on est dans son logement, c'est pas là où on a les espaces verts. On va aller chercher les espaces verts dans des espaces publics. Puis en plus, on va pouvoir avoir des parcs souterrains maintenant. Voilà, voilà. Non, mais du coup, il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on attend d'un logement, qu'est-ce qu'on y fait, et d'arriver à faire prendre conscience aux gens que le logement, c'est pour tel et tel usage, et qu'il y a d'autres réponses qui sont données avec, par exemple, des espaces collectifs, des espaces publics qu'on peut mettre qui sont à disposition, et donc de montrer dans ce qu'on fait dans le logement. Je vous invite tous à poser la question combien de temps on passe dans notre logement, qu'est-ce qu'on y fait vraiment, et actuellement, combien de minutes on a de lumière naturelle. Donc en fait, voilà, il faut arriver à entrer dans cette réflexion-là pour pouvoir acculturer les gens sur les pratiques possibles et de dire qu'il y a aussi des réponses techniques qui permettent de répondre à des problèmes notamment de confort, de luminosité. Mais je pense que c'est vraiment, tout est une question d'architecture. Moi, quand j'ai passé des heures et des heures dans les espaces souterrains pour les analyser, quand je suis à Paris dans les métros, au bout de 2 heures, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de sortir, quoi. C'est plus possible. Par contre, quand je fais du terrain à Songea-pour, à Montréal ou en Corée, je peux rester toute la journée
parce que les espaces ont été conçus pour qu'on puisse rester toute la journée. Et pour les logements, c'est la même chose. Il y a des logements qui sont à Paris avec des vis-à-vis hyper importants, qui sont sombres tout le temps, ou qui ont juste une petite fenêtre sur une courette. Et en fait, on saurait faire des logements qui sont vachement plus agréables, plus lumineux, en sous-sol, que ces logements qui sont dans le tissu urbain traditionnel, en fait. Donc il faut raser la moitié du parc haussmannien parisien. Non. Mais on sait faire. On pourrait faire, ça veut dire que techniquement, on a les outils, il faudrait la volonté politique, vous l'avez dit, mais qu'en termes de réglementation, on pourrait faire aussi si on s'en donnait la peine aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à modifier ? En fait, il n'y a pas de réglementation, donc il n'y a pas de choses à modifier, tout est à faire. Après, sur la réglementation, donc là, il y a une question sur les normes de sécurité par rapport par exemple, combien d'issues seraient obligatoires pour remonter en surface un appartement de 200 mètres carrés en sous-sol ? J'en sais rien. Mais par contre, il y a des centres de normalisation. Donc, par exemple, sur les espaces souterrains, et notamment les espaces souterrains de tunnel, il y a le CERTU, qui est vraiment l'organe de réglementation qui sait faire et qui est capable de proposer avec des modélisations très précises de cet aspect sécuritaire qu'on peut avoir dans les espaces souterrains. Donc, en fait, là, il n'y a aucun souci sur la façon de le faire. Et puis en fait sur le nombre, j'imagine qu'il faudrait innover et être en mesure de faire des choses un peu plus sexy que ce qui existe dans les tunnels parce que ça ne répond pas aux mêmes attentes. Une réflexion qui me vient aussi, puisqu'on parle de sécurité, je pense aux inondations. C'est un point d'attention qui nous occupe, puisque on l'évoquait il y a quelques jours. Nous travaillons pour le département des Hauts-de-Seine pour les transports des eaux usées, mais aussi pour la lutte contre les crues. Et ça devient de plus en plus prégnant, puisqu'en l'espace de 2 ans, 2016-2018, Paris a connu des crues importantes. Et il faut que, évidemment, on sait faire aussi, il y a de la technique, il y a des systèmes de pompage, il y a des digues, il y a tout un ensemble de dispositions qui sont à mettre en place. Bon, mais quand on raisonne sécurité, on raisonne incident, on raisonne aléa, on raisonne suraccident, du suraccident, etc. Et ce point me vient à l'esprit en vous écoutant sur les questions de sécurité incendie, mais il ne faut pas oublier non plus les inondations potentielles. Et sur Paris, ça peut ne pas être neutre. C'est vrai, et la montée des eaux, comment on va faire ? Ça a été une vraie question. Dans le Grand Paris Express, il y a tout un tas de gares qui sont en zone inondable, notamment la gare des Ardoines. Donc après, il y a des stratégies différentes qui sont mises en place. Soit on assume que le jour où il y a inondation, on laisse la gare s'inonder. Bon, on la ferme avant, mais on laisse la gare s'inonder, puis après on vide et puis on nettoie. Soit on met en place des systèmes, mais c'est pas... Après, effectivement, dans des territoires comme les Pays-Bas, ça me paraît un peu compliqué. Après, il n'y a pas non plus une densité de population qui fait que c'est peut-être pas les meilleurs territoires pour aller aménager en sous-sol, mais il y en a d'autres. Là, on parle d'exemples qui sont des grandes métropoles ou mégapoles internationales, grandes puissances économiques, etc. Mais ça peut aussi être un avenir pour beaucoup de pays émergents où il y a des milliers, des millions de personnes qui ont des problématiques de déplacement, des problématiques urbaines, des problématiques sociales dans des territoires... on n'en est pas du tout encore là, par exemple en Afrique, mais il y a des pays d'Afrique où il fait très très chaud. Donc ça peut aussi permettre de résoudre ces problématiques-là à un moment donné du développement. Et pour le coup, pour ces territoires, c'est le moment d'y penser, de l'anticiper, etc. Mais à plusieurs reprises, vous avez évoqué tous les trois la question des coûts et le fait que l'aménagement en sous-sol occasionnait des surcoûts. Est-ce que, quand on parle de territoire émergent, est-ce que l'aménagement des sous-sols est possible partout, ou est-ce que, à ce stade, c'est quand même réservé à des villes ou des pays plutôt riches ? Je sens que j'ai posé une colle. J'ai pas d'exemple de projet sur des pays émergents. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit. En sous-sol, non. Après, des systèmes un peu similaires, mais plutôt en aérien, avec des passerelles un peu partout, etc., qui sont mises en place progressivement.
Non, mais justement, puisque, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a la question du coût, mais moi, je suis persuadée que ça va émerger parce que ces pays-là qui sont dans des démarches économiques, démographiques, sociétales très importantes et des évolutions très, très rapides, ils vont se poser ces questions progressivement. Et c'est pas pour rien qu'en Chine, il y a 50 ans, on n'était pas du tout au stade d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez à Shanghai, vous allez dans les grandes agglomérations chinoises, il y en a partout des systèmes d'aménagement souterrain avec des galeries en dessous, des machins, et complémentaires avec des systèmes qui sont arriérés, encore une fois. On n'est pas uniquement dans le sous-sol. Mais moi, je pense que c'est en tout cas intégré. Après, c'est les questions politiques, c'est... Après, quand on parle de coût, il faut penser... Moi, en fait, quand je parlais de coût, c'est un coût d'investissement. Il faut le différencier des autres coûts qui peuvent être liés et des économies qu'on peut faire sur du moyen, du long terme, justement, avec un investissement qui est beaucoup plus important à un instant T, mais qui peut avoir des répercussions sur du long terme, sur la limitation de l'étalement urbain, si on est sur nos problématiques-là, mais sur plein de problématiques sociales et environnementales qui peuvent aussi avoir des réponses avec ces opérations souterraines. Stéphane Cordier, peut-être de votre expérience, vous êtes France, mais est-ce que la question des réseaux, la gestion des coûts de construction, d'entretien se pose différemment dans les pays émergents selon votre expérience ? Alors, je ne vais peut-être pas répondre directement à cette question. Je vais dire simplement qu'aujourd'hui, les réseaux en France ont besoin d'être entretenus. Ils sont souterrains, ils se sont dégradés. Certains ont plus de 100 ans. Et il est important aujourd'hui d'entamer, et les assises de l'eau qui se sont tenues il y a quelques mois ont conclu sur la nécessité justement qu'avaient les collectivités locales à plus investir sur le renouvellement des réseaux, que ce soit en eau potable, où là des efforts sont faits, des prêts bonifiés sont consentis par la Caisse des dépôts, par exemple, ce qui s'appelle les prêts eau. Mais peut-être encore plus que l'eau potable, les réseaux d'assainissement ont été laissés à l'abandon pendant des décennies. On les a construits, on les a un peu entretenus et on les a surtout mal maintenus. Et devant nous, il va y avoir des investissements colossaux à imaginer pour les remettre en état, parce que ça va avoir directement des répercussions sur la stabilité des sols, sur les trous dans les routes, etc., sur des problématiques de sécurité, tout simplement, qu'il va falloir appréhender beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Si je peux rebondir là-dessus, sur le dessus-dessous par rapport à l'eau, je réfléchis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la acculturation. Typiquement, au début, avec Belgrand, c'était on va mettre des réseaux pour aller très loin et emmener les choses très, très, très loin des sites urbains. Actuellement, on a par exemple les réponses de techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales qui permettent en fait de ramener l'eau dans la ville et de faire des réponses techniques. Donc en fait, je me dis que les choses progressent. Et là, actuellement, sur ces questions-là, ça progresse très vite avec une réglementation qui est mise en place et qui est allée très très vite avec une prise de conscience des pouvoirs publics qui ont dit qu'il faut légiférer. Il y a des obligations notamment d'aller dans les appels d'offres et les projets qui sont mis en place actuellement. Donc ça, c'est important. Quelle est votre vision, vous, par rapport à cette évolution et le fait qu'on peut avoir des évolutions réglementaires hyper rapides et d'essayer de voir comment on pourrait le lien avec cet aménagement de sous-sol qui serait plus juste sur des flux, alors que c'est juste structurant quand même, mais d'essayer de voir comment inverser les choses. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une planification urbaine qui fait, on met des projets et puis ensuite on s'intéresse à savoir comment on peut les alimenter en eau, électricité et gérer l'ensemble des flux, et comment on pourrait peut-être inverser le paradigme et dire que en fait c'est peut-être ça qui est structurant, et d'essayer de voir comment on se consacre d'abord à cette question de flux pour ensuite aménager autour. C'est vrai qu'aujourd'hui, les projets d'aménagement doivent être vus justement par rapport à cette question d'imperméabilisation, qui, pour chaque projet, nécessite désormais qu'il y ait de la rétention, de l'utilisation de l'eau sur les parcelles, du stockage de l'eau, là aussi de manière à limiter les rejets dans les réseaux, parce qu'ils ont été dimensionnés à un moment donné, et aujourd'hui, les flux, de par cette urbanisation, cette imperméabilisation des sols, provoquent justement des overflows et donc des débordements qui sont préjudiciables à la qualité des milieux. Donc désormais, en effet, on a on va dire un outillage législatif qui permet d'anticiper ces projets et de faire en sorte que leur impact sur
sur le milieu, sur l'environnement, soit le plus faible possible. On parlait des évolutions législatives, réglementaires, de l'acculturation des gens. Il y a une question qui, à mon avis, est très pertinente. En plus, on est sur un campus, vous êtes toutes les deux enseignantes. Est-ce qu'il faut former différemment les ingénieurs, les urbanistes et les architectes pour prendre en compte globalement sol et sous-sol urbain et du coup peut-être avoir cette appétence et cette compétence demain? Ben, c'est déjà fait, en fait. Les étudiants qui ont posé cette question, elle a vos noms. Hein. Ce sont des étudiants qui ont posé la question, mais oui, c'est déjà fait, en fait. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les acteurs du urbain sont en sillon. À l'université, on est aussi c'est des sections disciplinaires qui nous permettent de nous ranger dans des cases. Et ces sections disciplinaires, si on parle de l'université, permettent de former des étudiants en lien avec les enseignants qui sont dans les sections disciplinaires. Donc en fait, l'idée, c'est de faire donc au début, on disait du pluridisciplinaire, puis de l'interdisciplinaire, et puis on évolue sur les termes. Et donc en fait, l'idée, effectivement, c'est d'avoir une possibilité d'enseigner aux étudiants des choses qui soient vastes, variées. Et donc en fait là je vais vendre les formations qu'on a ici à l'université qui sont des formations en génie urbain. Il y en a très peu en France. On travaille aussi avec des gens qui sont à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris qui forment des gens en génie urbain qui ont cette culture-là. Donc c'est une culture qui est plurielle et qui en fait vise à parler d'un objet qui est la ville. Donc avec toutes ces définitions possibles, mais surtout à entendre et écouter l'ensemble des positions de chacun, pour pouvoir ensuite proposer des choses qui soient les plus pertinentes possibles en fonction d'un contexte particulier, d'un besoin particulier, etc. Donc oui. Marion Giraudot. Sur les architectes, parce que c'est plutôt mon fonds de commerce à moi, mais former différemment, pas forcément, mais en tout cas, les sensibiliser à cette problématique, oui. Ça, c'est certain. Moi, je sais que pendant mes études d'architecture, j'ai jamais entendu parler de l'aménagement souterrain. C'est après où je m'y suis intéressée pour tout un tas de raisons. Et effectivement, j'aurais aimé être formée à ces questions-là. Et je pense qu'intégrer dans un cursus architectural un semestre ou un cours, on ne va pas faire un master spécialisé sur l'urbanisme souterrain, ça n'a pas de, je ne pense pas que ça ait un sens. Mais en tout cas, les former au moins ponctuellement là-dessus, je pense que oui, c'est vachement important. Juste pour que les gens aient conscience et sachent en fait ce qui se passe sur leurs pieds, qu'il y a des carrières, il y a plein d'architectes aujourd'hui qui font des bâtiments, à Paris par exemple, ou qui n'imaginent pas qu'en fait sous leurs pieds il y a une carrière. C'est un peu problématique et c'est très gênant qu'ils ne soient pas forcément au courant. Et même pour les gens globalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe sous leurs pieds. Et bon, là, c'est une anecdote que je peux donner. Là, récemment, je disais à une amie, on se retrouve près du canal, et elle me dit, quel canal, le canal de l'Arsenal ou le canal de l'Ourcq? Je dis, mais c'est le même en fait. Et en fait, elle se promène dans la ville, elle la connaît, la ville de Paris, par cœur, mais elle n'avait jamais pensé qu'en fait c'était le même canal, c'est juste qu'un endroit sous le boulevard Richard Lenoir, il a été couvert, donc il est souterrain, mais c'est le même espace. Et en fait, les gens n'ont pas cette vision, et en fait, juste avec de la communication, en parlant aux gens, en les formant, et en fait, on change complètement la vision des choses de tout un tas de personnes, et on fait avancer la problématique. Donc la formation, elle passe par plein d'éléments. Et donc dans le cadre du comité d'espace souterrain de l'AFTES, cette année, on a organisé un concours qui est ouvert à des étudiants ou des jeunes professionnels pour pouvoir justement faire des propositions sur des espaces souterrains. Et donc en fait, le concours est clos, quoi. En tout cas, les candidatures sont closes depuis une quinzaine de jours, je ne sais plus. Et en fait, on aura les résultats au mois de septembre. Donc en fait, je vous invite à regarder sur le site de l'AFTES, sur l'espace du comité d'espace souterrain, dès le mois de septembre. Il y aura les productions qui, je l'espère, et j'en suis certaine, en fait, seront des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer en termes de communication. Merci. Une question sur, là encore, la question technique. Est-ce qu'on peut imaginer aménager les sous-sols dans des territoires à fort risque sismique ? En fait, le Japon, ils ont déjà des aménagements souterrains un peu partout et ils sont vachement en avance par rapport à la France sur ces questions-là. Donc oui, dans ces aménagements-là, ils ont aménagé ces risques sismiques. Mais si vous regardez le centre de Tokyo, par exemple, il y a des systèmes à Shinjuku, à côté des gares centrales, qui sont de gigantesques systèmes souterrains sous les rues, à côté des rues, greffés à tout un tas de bâtiments. Donc oui. Merci. Vous faites un peu le lien dans votre réponse précédente avec votre anecdote sur le canal, avec la thématique plus large de ces Future Days, qui est héritage et anticipation urbaine. Le canal qui a été couvert à un moment de la vie de la ville. Comment on pense la construction de la ville sous la ville d'une manière pérenne pour faire en sorte que ce qui se fait aujourd'hui déjà soit connu demain? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a un problème de connaissance des sous-sols et de ce qui s'y trouve.
comment on peut d'ores et déjà réfléchir le fait que ce qu'on fait va durer et qu'on n'aura pas besoin dans 40 ans d'un enru des sous-sols, qu'on n'aura pas, parce que ce qui se construit sur la surface peut être détruit facilement entre guillemets, ce qui est fait dessous, creusé, est peut-être plus difficile à être modifié. Donc voilà, comment on intègre cette dimension de la durabilité et de la transmission peut-être pour le futur. Alors, de la durabilité, je ne sais pas. Sur la transmission, en fait, ce qui manque beaucoup actuellement sur le sous-sol, c'est la problématique de la représentation. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent actuellement sur la représentation 3D du sous-sol. En fait, justement, pour les architectes, je pense, l'idée, c'est d'être capable de montrer ce qui est possible. Et cette représentation 3D, elle doit se baser sur justement l'ensemble des outils actuellement qui existent. Et donc j'ai l'impression que l'utilisation des outils outre pour la représentation, la programmation, la conception, ça peut être aussi utilisé. Donc je pense forcément au BIM, c'est ce que j'ai en tête, pour pouvoir avoir une histoire de ce qui a été produit, d'être en mesure ensuite d'agir dessus de façon plus pertinente. Donc là je réponds que sur les outils, sur les matériaux et la durabilité en termes de matériaux par rapport aux interventions, je ne sais pas. La cartographie, peut-être, il y a un projet actuel qui s'appelle Deep City et qui vise, il me semble, à justement connaître davantage les sous-sols, les matérialiser en 3D et puis regarder les différentes dimensions, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des ressources, au niveau de l'énergie qu'il est possible. Ça fait un peu lien avec la question qui était posée sur est-ce que construire en sous-sol a des vertus environnementales. Ce projet, il existe, c'est un projet qui reste encore confidentiel ou qui aurait vocation à s'étendre et à permettre justement cette connaissance et cette transmission. Marion Giraudot. Il a cette vocation-là. Après, moi, je ne suis pas en contact direct avec ces personnes-là, donc je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, chaque fois que je suis dans des séminaires sur l'urbanisme souterrain, etc., ce groupe de recherche soit est présent, soit est connu. Et ils ont des rendus régulièrement, etc. Donc je pense que oui, ils font participer, ils font avancer la recherche avec leur angle plutôt ingénierie, représentation spatiale. Et je pense qu'ils contribuent très fortement à l'amélioration de cette connaissance, sans aucun doute. Sur la question de comment on fait pour demain, je pense que le mot-clé, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation et la réversibilité. Alors elle est moins facile à gérer qu'en aérien, soit. Mais essayer d'être un peu prospectif, et notamment si on revient sur le cas des gares du Grand Paris, j'entends tout à fait qu'on ne puisse pas tout de suite, dès le départ, faire des liens avec des sous-sols qui sont proches, etc., pour des questions financières, pour des questions il faut y aller, il faut aller vite, etc. Ça s'entend. Par contre, ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y ait pas eu ces formes d'anticipation en disant tiens, ici, cette paroi-là, on va la construire de façon un peu différente. Parce que peut-être que dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, on sait qu'il y a une supérale à côté, ou qu'il y a un sous-sol, ou que juste 10 mètres en dessous, pas très loin, il y a une carrière. Et on va se donner la possibilité de créer un lien plus tard. Alors peut-être que ce ne sera jamais fait, mais peut-être que ça sera fait. Et ça permet, c'est beaucoup plus simple parce que là maintenant, si dans 5 ans ou 10 ans on le fait, faut péter toute une structure. De toute façon, ça a été conçu pour être hyper lourd. Enfin voilà, ça va coûter très cher, ça va être très compliqué. Que si dès le départ on se dit tiens, ici, il y a un potentiel, allons-y, on fait un pari sur l'avenir et en fait un jour ou l'autre, on se rend compte que le pari sur l'avenir il arrive. Quand on étudie l'histoire de ces lieux-là, on se rend bien compte que tout se complexifie progressivement et s'agrège les uns aux autres. Et il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées qui arrivent, évidemment. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Si on regarde à Haussmann Saint-Lazare, il y a un réseau hyper complexe qui est connecté avec les galeries Lafayette, avec le passage du Havre, la gare, tout un tas de métros, la station Aubert. Et encore aujourd'hui, il y a un nouveau couloir souterrain qui est en train d'être aménagé pour connecter un nouveau bout des galeries Lafayette. Et en fait, on sait que c'est aménagé parce que là, pour le coup, Galeries Lafayette, ils ont envie qu'il y ait une nouvelle sortie chez eux. Donc, si dès le départ, on avait un peu mieux anticipé, c'est pas possible tout le temps, on se simplifierait la tâche pour après. Stéphane Cordier. Le mot-clé anticipation, moi j'en ajouterais un deuxième, c'est la connaissance. Aujourd'hui, les réseaux d'eau et d'assainissement, pour ne parler que de cela, sont mal connus. Et lorsque il y a des incidents provoqués par des fuites ou des casses, alors sur l'eau et l'assainissement, ça peut être grave, mais ça reste souvent bénin. Ça n'est pas le cas sur les réseaux de gaz. Et depuis quelques années, il y a une loi aujourd'hui qui est en vigueur, qui s'appelle Construire sans détruire, et qui impose à tous les opérateurs de réseau de cartographier, alors en 3D désormais, X, Y, Z, à une dizaine de centimètres près, la position des réseaux dans les rues. Et on parlait tout à l'heure de la 3D visuelle.
la ville de Paris a un projet de relevé 3D de tous les réseaux d'égouts de la ville. Les 2500 ou 2800 km d'égouts parisiens vont être cartographiés en XYZ avec une vision très réaliste de la situation, avec évidemment la capacité à pointer un certain nombre d'incidents ou de dysfonctionnements qui permettront ensuite aux opérateurs et aux mainteneurs d'améliorer finalement l'état physique de ces réseaux. Et pour la pérennité, pour l'avenir, c'est vraiment indispensable. Peut-être un autre point, on parlait tout à l'heure d'anticipation, je dirais que la connaissance que nous pouvons avoir aujourd'hui des sous-sols de la défense constitue un exemple assez intéressant d'anticipation, puisque là aussi, je ne vais parler que pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Il y a eu beaucoup de logiques de galeries techniques qui font et qui peuvent être étendues assez facilement, qui peuvent être doublées. Et je suis convaincu qu'on peut voir venir encore quelques bonnes dizaines d'années sans qu'il y ait on va dire des insuffisances pour transporter les flux de la défense, que ce soit l'eau, l'assainissement. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de rester sur ces deux mots, connaissance et anticipation, qui font totalement lien avec ces deux journées. Merci à vous pour votre intervention matinale. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, c'est le moment de la pause. Et après, vous avez encore une grande journée avec beaucoup de contenu très riche qui vous attend. Merci beaucoup.